Donc bonjour, donc chapitre l'effet photoélectrique. Alors vous avez vu la vidéo qui expliquait, qui montrait l'expérience d'effet photoélectrique. Alors ce que j'ai fait, je l'ai, je le refais plus simplement. Je le refais plus, attendez, je vais me mettre correctement, comme ça voilà. Je l'ai refait plus simplement, comme ça. Voilà, voilà. Donc je rappelle l'expérience. Donc on éclaire un métal avec différentes lumières. Voilà, donc par exemple ici avec de la lumière rouge, la longueur d'onde c'est 700 nanomètres, ici de la lumière bleue, donc c'est des radiations, une lumière monochromatique, 450 nanomètres. Dans le cas de la lumière rouge, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet produit sur le métal. Et dans le cas de la lumière bleue, alors le métal que j'ai choisi, c'est du sodium, et bien des électrons sont éjectés. Alors c'est ça qu'on appelle l'effet photoélectrique. Alors pourquoi photoélectrique? Photo parce que lumière, lumière, et électrique, ça vient d'électrons, c'est-à-dire que des électrons sont éjectés et des électrons qui partent, eh bien ça fait un courant d'électrons, donc un courant électrique. Voilà, donc c'est l'interprétation. Donc on va interpréter maintenant ce phénomène, et puis à la fin de la leçon, on verra une application. C'est pour ça que cette leçon est dans le programme. Et l'application, c'est les cellules photovoltaïques pour la transition énergétique. C'est ça l'application concrète. Bon, donc comment donc voilà. Donc là, ce qu'il faut savoir déjà, c'est décrire le phénomène. On éclaire un métal avec de la lumière. Certaines radiations arrachent des électrométals et d'autres n'en arrachent pas. Voilà, c'est ça que j'ai écrit ici, d'accord. Voilà. Alors, l'interprétation de l'expérience. Alors, j'ai redessiné le schéma, mais j'ai un petit peu complété. C'est-à-dire que ici, vous voyez, j'ai mis deux lumières rouges, donc à 700 nanomètres, mais la différence entre les deux, là, vous voyez, j'ai mis deux traits, ici j'ai mis trois traits, c'est-à-dire que ici, on a une intensité lumineuse plus forte, on a une lumière concentrée ici, et ici, une lumière pas concentrée. D'accord. Voilà, donc j'ai complété ici et ici pareil. Donc c'est ce que je mets ici. Voilà, lumière peu concentrée et lumière très concentrée. Alors, comment interpréter cette expérience? Alors, dans un premier temps, ce qui semble logique de dire, c'est que plus on met de rayons lumineux, plus la lumière est intense, et bien, plus les électrons vont avoir de chances d'être expulsés. C'est ça qui, intuitivement, c'est comme ça qu'on peut raisonner. Mais on voit que c'est pas le cas. On voit que c'est pas le cas parce que cette lumière-là donc a beaucoup de rayons par unité de surface et elle n'arrache pas les électrons, tandis que celle-là, elle en a peu et elle arrache les électrons. Donc, cette description ne fonctionne pas. Alors, là, j'ai considéré la lumière comme des rayons lumineux. En considérant la lumière comme des rayons lumineux, on explique bien la formation des images en optique, loupe, lunettes astronomiques, etc. Alors pour certaines expériences, vous savez, il faut considérer la lumière pas comme des rayons lumineux, mais comme des ondes, c'est plus abstrait. Par exemple la diffraction, les interférences, ça ne peut s'expliquer qu'en considérant la lumière comme des ondes. Eh bien, essayons. Considérons la lumière comme une onde. Alors quelle est la différence entre cette onde lumineuse-là et cette onde lumineuse-là? Eh bien, cette onde lumineuse-là a une amplitude de vibration beaucoup plus grande. C'est comme un son, si vous voulez. Un son faible, eh bien, la membrane du haut-parleur va faire comme ça. Donc, l'onde acoustique va avoir une faible amplitude l'onde de vibration, et un son fort va avoir une forte amplitude. Donc, alors là, la grandeur qui vibre, ce n'est pas la pression, ce n'est pas les molécules d'air, c'est une onde électromagnétique, c'est un champ électromagnétique, c'est un peu plus abstrait. Mais bon, bref, donc ici, forte amplitude de vibration, faible amplitude de vibration. Donc si on a une forte amplitude de vibration, on peut dire qu'on a une énergie lumineuse importante, mais ça ne marche pas non plus. Donc en considérant la lumière comme une onde, on ne peut pas expliquer ce phénomène. Voilà. Donc ça, c'est important déjà de le comprendre. Donc le modèle ondulatoire ne permet pas d'expliquer cette expérience. Donc ça, c'est ce que j'ai mis ici. Vous voyez, le modèle ondulatoire ne permet pas d'expliquer ce phénomène.
Donc celui qui a expliqué ce phénomène, c'est Einstein, au début du XXe siècle, et donc il a dit, pour expliquer cette expérience, il faut utiliser un troisième modèle, le modèle particulier de la lumière. Donc là, les lampes là émettent des particules, hein, voilà, des petites particules comme un canon, hein, de petites particules, et ces particules on les appelle photons. Donc voilà, il a postulé ça, hein, pour expliquer l'expérience. Ces particules on les appelle photons et elles se déplacent à la vitesse de la lumière, hein. Donc voilà, pour certaines expériences, c'est comme ça qu'il faut considérer la lumière. Donc on appelle ça le modèle particulier de la lumière, ou le modèle corpusculaire de la lumière. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà comment il interprète, avec ce modèle, voilà comment Einstein interprète le phénomène. Donc il interprète ceci de la façon suivante. Alors, ces petites particules qu'on appelle photons, soit on dessine des petits grains, hein, voilà, ou soit on essaye de faire des petits zigzags comme ça, voilà, c'est comme on veut. Donc là, ce que j'ai dessiné, c'est une petite particule, c'est un photon. Et ce photon va percuter un électron du métal. Donc là, j'ai dessiné un atome du métal, hein, son noyau et puis un électron qui gravite autour. Donc un photon percute un électron, et s'il a suffisamment d'énergie, eh bien cet électron va être expulsé, hein, c'est ça l'idée, hein. Donc vous voyez l'état initial, donc c'est là on a le photon qui va percuter l'électron juste avant, et après donc le photon est absorbé par l'atome, hein, il s'arrête en quelque sorte, et l'électron est expulsé. C'est ce qu'on voit ici, hein, l'électron est expulsé avec une vitesse v. Donc cet électron est expulsé si le photon a assez d'énergie, hein. Donc en fait, l'explication, c'est l'étude d'un choc entre deux particules, un photon et un électron. C'est ça, voilà. C'est ça l'idée. Voilà. Alors, pour expliquer donc voilà, pour aller plus dans le détail, eh bien, il faut faire un bilan énergétique entre avant l'état initial et l'état final. Un bilan énergétique, c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'a fait Einstein. Il a fait un bilan énergétique. Alors, ce photon, hein, cette particule, donc avant... alors j'ai oublié de préciser, hein, donc c'est... les photons, c'est quelque chose de particulier, ce sont des particules, mais sans masse, hein, vous voyez, de masse nulle, hein, c'est important. Hein. Donc c'est un peu abstrait. Hein. Donc ces photons ont une certaine énergie. Voilà. Et Einstein a postulé que la valeur de l'énergie d'un photon dépendait de la fréquence de l'onde électromagnétique correspondante. Donc l'énergie d'un photon, c'est, pour trouver sa valeur, c'est une constante, hein, qu'on appelle la constante de Planck, multipliée par la fréquence de l'onde électromagnétique. Alors, dans ce cas-là, hein, la fréquence de l'onde électromagnétique, ça ne se note pas F, ça se note avec la lettre grecque nu. Hein, voilà, je montre. Voilà. Donc l'énergie de chaque photon, voilà, ça, il postule ça, hein, ça vaut H nu. H c'est une constante, et nu, bon, c'est la fréquence en Hertz, hein, donc on l'écrit, hein, voilà, ça c'est une formule à retenir. E photon égale H nu, donc E c'est l'énergie du photon en joule, H c'est une constante qu'on appelle la constante de Planck, qu'on vous donnera la valeur, et nu c'est la fréquence de l'onde électromagnétique, donc en Hertz ou S-1. Donc ça c'est l'énergie avant le choc. Et donc du coup pour expliquer ça, il faut faire un bilan énergétique, c'est-à-dire qu'il faut appliquer le premier principe de la thermodynamique, c'est-à-dire en gros la conservation de l'énergie. Hein. L'énergie se conserve. Donc on a une certaine énergie avant le choc, c'est l'énergie du photon, et cette énergie va se transformer, on la récupère sous une autre forme après le choc. D'accord ? Mais la valeur se conserve, avant, après le choc. Ah oui, alors cette formule n'est pas très pratique à utiliser parce que la fréquence des ondes électromagnétiques, on ne les connaît pas. Hein. Ce qu'on connaît en revanche, c'est la longueur d'onde des ondes électromagnétiques. Par exemple, la lumière violette, la longueur d'onde c'est 400 nanomètres. La lumière rouge, c'est 800 nanomètres. Donc on va transformer cette formule en mettant la longueur d'onde, puisque c'est ça qu'on connaît. Donc on va prendre une formule qui relie tout ça. Donc, par exemple, on va prendre lambda égale C sur nu. Hein. Donc on connaît la formule lambda égale C sur F. Mais bon, dans ce cas-là, la fréquence, on l'appelle nu, donc lambda égale C sur nu. On isole nu, donc nu, c'est C sur lambda.
voilà. Et nu, donc c'est sur lambda, on le met ici. Hein, donc ce qui donne E photon égale H, C sur lambda. Donc voilà, cette formule, il faut la connaître. Voilà, voilà, il faut connaître les deux. Hein. Voilà, donc voilà pour l'énergie du photon. Alors maintenant, on va faire un bilan énergétique entre avant le choc et après le choc. Donc je reprends mon petit dessin, sauf que maintenant je vais parler d'énergie. Donc le photon a une certaine énergie que j'écris E photon. Voilà, ça c'est pour avant le choc. Et après le choc, eh bien l'électron part, là vous voyez, il part avec une certaine vitesse. L'électron a une certaine masse, donc il a une certaine énergie cinétique. Donc voilà, l'électron a une certaine énergie cinétique. Alors, comment se fait le bilan énergétique? Eh bien, le photon est absorbé. Donc il va transmettre son énergie à l'électron. Et cette énergie transférée, elle va être divisée en deux parties. Une partie de cette énergie va servir à extraire l'électron du métal. Et l'électron, une fois extrait, il va partir avec une certaine vitesse. Et donc la deuxième partie, ça va être l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique initiale est égale à l'énergie nécessaire à l'extraction et plus l'énergie cinétique de l'électron. Voilà, c'est cette relation mathématique qui permet de décrire le phénomène. C'est voilà, la relation d'Einstein voilà, qu'il a posée. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà, hein, l'énergie du photon est transférée en deux types d'énergie. L'énergie d'extraction nécessaire pour extraire l'électron du métal et l'énergie cinétique de l'électron. Alors ça, on appelle ça le travail d'extraction, c'est les joules, hein, voilà, en joules, en joules et en joules. D'accord ? Voilà, hein, c'est cette relation mathématique qui permet de bien décrire le phénomène, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors cette relation, on peut mettre les valeurs. Hein. Ici c'est H nu, hein, et ici c'est l'énergie cinétique de l'électron, bah, c'est 1,5 la masse de l'électron fois la vitesse de l'électron. Donc cette relation, je peux l'écrire comme ça, et l'énergie du photon, je peux l'écrire aussi Hc sur lambda. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais interpréter l'expérience voilà, d'une façon complète avec cette formule, hein, l'expérience du début. Alors, je prends le cas avec la lumière bleue. Donc j'ai une longueur d'onde de 450 nanomètres pour cette lumière monochromatique bleue. Je peux calculer l'énergie du photon avec cette formule, hein, voilà, donc H, C, et puis donc C c'est la vitesse de la lumière, lambda, ben, j'écris 450 10-9, et j'ai une certaine valeur en joules. Alors, l'énergie d'un photon, vous pensez, c'est très faible, hein, donc l'énergie d'un photon, il va y avoir une puissance de 10, de l'ordre de 10 puissance moins 19, voilà, on aura toujours ces puissances de 10. Alors c'est pas très pratique à chaque fois de dire 10 puissance moins 19, donc les physiciens utilisent une autre unité que le joule, plus adaptée, c'est l'électron-volt. Et 1 électron-volt, c'est égal à 1,6 10 moins 19 joules. Bon, cette relation n'est pas à savoir, on vous la donne si on en a besoin, mais ce qui permet de calculer l'énergie d'un électron en électron-volt et de ne plus avoir de puissance de 10. Voilà, donc par exemple, les photons de cette lumière-là ont une énergie de 2,76 électron-volts. Et donc si on veut retrouver les joules, ce qu'il faut faire, c'est faire le calcul suivant, 2,76 multiplié par 1,6 10 moins 19. Voilà. Donc, mais moi, je vais parler en électron-volts, c'est plus simple. Donc l'énergie des photons bleus, entre guillemets, ont une énergie de 2,76 électron-volts. Alors, le travail d'extraction des électrons, alors le métal que j'ai pris c'est du sodium, ça se trouve, il y a des tables hein, qui donnent ces valeurs, et le travail d'extraction c'est 2,31 électron-volts. Donc on voit que l'énergie du photon est supérieure à 2,31. Donc le photon il arrive avec une grosse énergie, et donc il va pouvoir extraire donc l'électron, puisque son énergie est supérieure à l'énergie d'extraction. D'accord ? Donc du coup l'électron va être extrait et il va avoir une certaine vitesse. Voilà, l'électron est arraché, l'extrait et vitesse, donc je dessine l'électron qui part. Voilà, et alors, du coup, il a une certaine vitesse, s'il a une certaine vitesse, il a une énergie cinétique, et donc pour qu'il y ait égalité entre les deux membres, hein, bien l'énergie du photon, c'est-à-dire 2,76, ben, c'est égal à 2,31, et le complément, ben, ça va être l'énergie cinétique
de l'électron hein, pour qu'on ait égalité. Donc concrètement, l'énergie cinétique de l'électron, c'est la différence des deux. 2,76 moins 2,31, ce qui fait 0,45 électrovolts. Voilà, ça c'est le premier cas. Alors maintenant, je continue. Le deuxième cas, alors j'ai mis la lumière verte aussi, hein, puis il y a la lumière rouge. Alors, l'énergie du photon, donc la longueur d'onde de la lumière verte monochromatique que j'utilise, c'est 538 nanomètres. On voit que la longueur d'onde diminue. Hein. Si la longueur d'onde diminue, l'énergie du photon diminue. C'est bien ce qu'on voit. On passe de 2,76 à 2,31. Donc on a une énergie du photon plus faible. Quelle est la valeur de l'énergie d'extraction du métal? Eh bien c'est 2,31. Donc là, le photon a suffisamment d'énergie pour extraire le métal. Mais ensuite, ce métal, il va rester sur la surface. Sa vitesse va être nulle, puisqu'on a égalité entre l'énergie du photon et l'énergie d'extraction. Donc ça veut dire que l'énergie cinétique de l'électron est nulle et sa vitesse est nulle. Donc l'électron est extrait, mais l'électron reste à la surface. Voilà. Enfin, dernier cas, c'était la lumière rouge qu'on avait vue. Donc la longueur d'onde encore plus grande. Donc du coup, l'énergie encore plus petite, hein, vous voyez, hein, elle diminue. Et donc l'énergie du photon, c'est 1,78. C'est inférieur à l'énergie qu'il faut pour extraire l'électron du métal, 2,31. Donc on a E photon qui est inférieur à ça. Et bien dans ce cas-là, l'électron ne peut pas être extrait. Voilà comment est interprétée cette expérience, donc avec le modèle particulier de la lumière. Alors maintenant, pour finir, une application de tout ça. Alors il y a une application importante, ce sont les cellules photovoltaïques ou cellules photoélectriques, c'est-à-dire des dipôles qui reçoivent de la lumière et qui convertissent cette lumière en courant. D'accord, donc ça c'est utile pour la transition énergétique. Voilà. Donc ces dipôles utilisent un certain type d'interaction. Ces dipôles utilisent l'interaction photon électron, c'est-à-dire photon-matière. Voilà, donc ça il faut savoir, hein, le fonctionnement de ces dipôles se fait avec l'interaction photon-matière. Hein, c'est ce que j'ai écrit ici, interaction photon-matière. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est écrire le diagramme énergétique de la cellule photovoltaïque. Bon, ça vous l'avez vu en enseignement scientifique. Donc la cellule photovoltaïque, elle transfère de l'énergie. Elle transfère de l'énergie lumineuse en énergie, donc des électrons qui partent, c'est un courant en énergie électrique. Donc on va faire une flèche qui rentre, donc ça c'est l'énergie absorbée, c'est l'énergie lumineuse. La cellule photoélectrique fournit de l'énergie électrique, voilà. Mais vous avez vu dans la relation, il y a une perte, hein, cette perte-là. Voilà, cette perte-là. Donc une partie de l'énergie absorbée sert à extraire l'électron du métal, et donc ça fait chauffer le métal. Hein, si on éclaire fortement une cellule photovoltaïque, elle devient très chaude, hein, très 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 chaude. Donc on a une perte, hein, on a une perte par la chaleur, si vous voulez. Et en plus de ça, tous les rayons lumineux ne sont pas efficaces pour extraire des électrons parce qu'ils n'ont pas une énergie suffisante. Hein, tous les photons correspondants. Alors, ce qu'il faut connaître aussi, c'est l'expression du rendement d'une cellule photovoltaïque, parce que c'est ça qui intéresse finalement les scientifiques, hein, c'est d'avoir le meilleur rendement possible. Alors, le rendement d'un convertisseur d'énergie, c'est toujours la même chose, c'est l'énergie utile, hein, qu'on va utiliser, qui nous est utile, divisé par l'énergie qu'il absorbe. Alors, ça c'est toujours ça. Alors, c'est ce que j'ai mis. Hein. Le rendement, c'est l'énergie utile, ça c'est vrai, quel que soit le convertisseur d'énergie. Hein. Un moteur électrique, une ampoule, une résistance. Bon. Alors dans notre cas, l'énergie utile, c'est l'énergie électrique. Et l'énergie absorbée, c'est l'énergie lumineuse. Voilà. Alors on peut mettre cette expression en puissance aussi. Donc la puissance électrique divisée par puissance lumineuse. Voilà, donc ça c'est en rouge, voilà, ça à connaître. Et bien voilà, ce cours est terminé.